Moi, je suis ravi d'avoir l'honneur de démarrer un petit peu cette table ronde sur la présentation des métiers, mais j'ai choisi effectivement de prendre un autre angle pour vous présenter ces métiers. Alors, je vais essayer de m'appliquer à moi-même le système. Voilà. Donc, j'essaye de partir du cadre général dans lequel on se situe. Le cadre général étant effectivement, je veux dire, les contextes de mondialisation, de compétitivité, de crise, etc., qui touchent effectivement l'économie et la société dans son ensemble, et donc forcément les organisations. Alors, je parle des organisations en général, entreprises, administrations, bien entendu, mais surtout ce qui est important de comprendre, c'est que les chocs sur toutes ces organisations qui doivent s'adapter les poussent très naturellement à devoir se réinventer, à devoir se transformer régulièrement. Or, qui dit transformation d'une organisation, dit naturellement impacter son système d'information, et donc la nécessité de redesigner très régulièrement, de faire évoluer, d'aligner par rapport aux stratégies et aux réalités du marché, l'organisation de l'entreprise. Or, cette organisation, elle est de plus en plus complexe, et je ne vous demande pas de changer d'ophtalmo, mais c'est une planche réelle, effectivement, de process d'une organisation, voilà, avec tous les circuits d'information qui existent entre les différentes entités, juste pour faire prendre conscience, effectivement, que nous sommes non plus dans un monde simplement compliqué, mais un monde maintenant, dorénavant, très complexe, et qui du coup va créer tout un ensemble de pistes de projets. Là, je vous ai donné quelques exemples effectivement, mais les organisations, une fois de plus, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, sont amenées pour mieux répondre à leurs demandes de leurs clients, de leurs citoyens, de leurs administrés, effectivement, d'imaginer de plus en plus de projets dans des domaines de plus en plus variés. Et comme en parallèle, vous l'avez déjà vu un peu ce matin, vous le verrez encore plus cet après-midi, les technologies de l'information, j'allais dire, se développent tant et si bien que maintenant on appelle ça le monde numérique, donc ce n'est pas uniquement ce qu'on appelait entre guillemets l'informatique, donc ces technologies numériques, ces sciences du numérique envahissent, j'allais dire, toutes les composantes des organisations. Et du coup, si effectivement il s'agit de monter des projets de transformation de plus en plus variés, eh bien très naturellement, ça va faire appel à des équipes également de plus en plus diversifiées, de plus en plus variées. Alors plutôt que d'écrire métier par métier, j'ai essayé de vous mettre sur cette planche un petit peu le cycle de vie d'un projet de manière générale, et en essayant de figurer quels sont les grands métiers, les grands domaines de compétences qui sont nécessaires à chaque moment de ce cycle de vie. Si on essaye de simplifier un petit peu, à partir du moment où on a une élaboration stratégique qui pousse le dirigeant, le responsable politique à opérer une transformation de son organisation, il y a donc à identifier effectivement quel va être ce projet. Et dans les très grosses organisations, ça veut dire commencer à réfléchir à un cahier des charges, commencer à réfléchir à un appel d'offres. Et ça, bien entendu, il peut faire appel à des ressources internes à son organisation, à son service informatique, mais très souvent, il va se faire accompagner, il va se faire, j'allais dire, suivre par un certain nombre de prestataires spécialisés pour commencer à réfléchir à la solution, commencer à l'architecturer, donc aller chercher les spécialistes qui vont bien pour commencer à expliquer quelles sont les fonctionnalités, quels sont les volumes, quels sont les niveaux de service qui sont attendus, de manière à pouvoir publier un appel d'offres et mettre généralement en concurrence parfois ses propres services, ses propres ressources internes, mais bien entendu un certain nombre d'entreprises de services du numérique qui vont donc de leur côté avoir à faire appel à des métiers extrêmement différents, également d'architectes, pour monter la proposition et le travail de préparation, et c'est déjà un véritable projet qu'il faut gérer, donc avec un chef de projet, faire les allers-retours nécessaires effectivement avec le client, mais le client c'est les utilisateurs, les futurs utilisateurs, les futurs décideurs, identifier le calendrier, identifier un petit peu les masses budgétaires en cause, les adapter. Donc ça c'est un travail de relation également, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'ingénieur commercial ou d'ingénieur d'affaires, parce qu'il y a une dimension très technique de compréhension bien entendu, mais un travail également relationnel extrêmement important pour entendre et écouter effectivement l'organisation demandeuse. D'autant plus lorsqu'on arrive à la phase, j'allais dire, assez cruciale de signature d'un contrat. Donc là, effectivement, la partie relationnelle, mais relationnelle à très haute valeur ajoutée, hein, c'est de la vente très technique, vente très complexe, qui demande effectivement des compétences qui d'ailleurs systématiquement sont doubles. Et c'est ça qui est assez frappant dans le domaine du numérique, c'est qu'il faut avoir non seulement des compétences techniques, ou du moins la compréhension de ce que la technologie peut
faire, mais il faut évidemment, pour être un petit peu crédible par rapport à des entreprises, connaître leur métier. C'est extrêmement difficile de bâtir une proposition décente vis-à-vis d'un banquier qui veut mettre en place une structure multicanale ou qui veut créer pratiquement de zéro une banque totalement à distance. Si vous ne connaissez pas le monde bancaire et ses spécificités françaises, ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous avez une municipalité qui veut faire évoluer les types de modes de transport, de déplacement de ses administrés et qui imagine par exemple, je ne sais pas, un système de mise à disposition de vélos, de voitures ou autre chose du genre, si vous ne connaissez pas effectivement les problématiques des grandes villes, si vous ne connaissez pas le secteur public, si vous ne connaissez pas non plus les technologies qui permettent de gérer un parc, eh bien, vous n'êtes pas crédible non plus. Donc, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut avoir chez les prestataires ou en interne dans les organisations, et vous voyez que ce sont des compétences différentes qui doivent apprendre à travailler ensemble. Alors après, si on continue dans ce cycle de vie du projet, vous avez, une fois que la décision est prise, il faut bâtir la solution. Et là, construire réellement, donc de nouveau avec des spécialistes informatiques, suivant les branches, suivant les domaines qui sont bien sûr retenus. On verra tout à l'heure, avec un coup de zoom, sur les métiers des éditeurs de logiciels qui peuvent apporter des briques, j'allais dire presque prêtes à l'emploi, éventuellement. On va voir tout le travail du consulting également, et ça sera détaillé tout à l'heure. On va voir bien sûr que dès qu'on parle de distance, et aujourd'hui on ne veut pas simplement relier ses propres employés, mais généralement atteindre ses clients, le grand public, donc toutes les problématiques de télécom également, tout ça, ça va être des coups de zoom qui vont vous être donnés, mais qui font partie des équipes qui doivent être présentes effectivement pour réaliser et négocier et faire la chose peut-être la plus importante dans la réalisation d'un projet informatique, c'est faire que les utilisateurs s'approprient le projet. Car je vous ai parlé de transformation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'automatiser, de faire un petit peu plus vite, un petit peu moins cher avec des machines. Il s'agit d'utiliser les technologies, le même résultat ou mieux, mais différemment. Différemment, ça veut dire que vous allez modifier les habitudes des collaborateurs et parfois même des clients, puisque de plus en plus le système d'information de l'organisation va jusqu'au grand public. Et là, je vous garantis que la conduite du changement est un élément clé. On est plus sur des métiers aussi technologiques, effectivement, mais sur des métiers qui sont tout aussi sensibles, effectivement, pour la réussite de ces projets. Alors, comme il me reste peu de temps, il faut que je passe effectivement à la mise en œuvre de ces projets une fois qu'ils sont bien construits, avec tout l'aspect test, recettes, jeux d'essai, etc. Compréhension également de la mentalité, de la manière dont les gens travaillent pour que l'appropriation fonctionne réellement. Donc, une fois qu'on livre en bonne et due forme cette application, eh bien, il faut la faire tourner. Il faut la faire tourner, mais avec les niveaux de service, avec les volumes réels des utilisateurs, avec généralement du 24 heures sur 24. Donc là, c'est aussi un métier, le métier de la production informatique. Suivant les plateformes qui sont retenues, ça peut être très bien être en interne dans l'organisation, si elle a les moyens nécessaires, mais on voit que pour tout ou partie, il est tout à fait envisageable de confier l'exploitation, donc au jour le jour, et en partie assurer les pointes de service, confier l'exploitation effectivement à un infogéreur, donc c'est le outsourcing, et vous avez effectivement des prestataires de plus en plus positionnés là-dessus pour gérer à la place du client, mais en son nom, bien entendu. Alors tout ça ne fonctionne que s'il y a l'aspect formation, s'il y a l'aspect formation non seulement des utilisateurs, mais bien entendu les bonnes compétences au niveau des services informatiques internes, au niveau des prestataires, et c'est pour ça qu'une association comme Pascaline, qui regroupe des professionnels et de l'enseignement supérieur, a vraiment cette mission d'aider à construire ces compétences dont on a besoin, bien entendu. On voit des nouvelles problématiques aussi surgir très rapidement, parfois plus rapidement que le cycle de développement d'un nouveau programme de formation. On peut parler par exemple de Big Data ou Analytics. Ça, c'est des domaines par exemple où aussi IBM a contribué concrètement à mettre en œuvre des masters, des formations. Voilà. Donc c'est aussi des domaines sur lesquels il faut travailler en partenariat. Christine, qui n'est pas loin, ben voilà, quand même, j'ai failli l'oublier. Avec Christine Solnon, par exemple, et l'INSA Lyon, et le Grand Lyon, et l'Université de Lyon, on a travaillé effectivement sur des nouvelles possibilités pour les Lyonnais d'avoir une prévisibilité des temps de transport. Et c'est totalement transdisciplinaire, c'est totalement novateur, c'est les approches Smarter Cities, mais je crois que d'ailleurs on a prévu d'en reparler cet après-midi. Voilà, donc on avait prévu maintenant quelques coups de zoom en mode flash, et vous le retrouverez sur les supports. Ça, c'est l'exemple effectivement des différentes professions, des différents niveaux d'expertise, et vous voyez que c'est très, très large. Au niveau des compétences
et des qualités aussi. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, ici même, Pascaline avait organisé un séminaire sur l'approche compétences, car c'est clair que dans les entreprises, c'est plus les compétences que le stock de connaissances qui nous intéresse. Voilà, donc je crois que la transition est toute trouvée sur les prochains coups de Zoom. C'est moi qui ai l'ordre du jour et c'est moi qui fais tout alors. Voilà. Donc je passe à conception ou hop. Alors on avait dit normalement les éditeurs. Hop. On va retrouver. La machine est un peu coquine. Bon, bien voilà, c'est totalement en résonance avec la présentation brillante qui vient de nous être faite. Et là, lorsqu'on plonge maintenant sur le métier des éditeurs, nous allons reconnaître les mêmes problématiques, les mêmes sujets que ceux qui viennent de nous être exposés à l'instant. Donc, ici, je suis comme Christian Coleman, notre président, partie de la commission culture numérique, et je représente donc l'un des éditeurs, la société Oracle, sachant que ce n'est pas du tout le seul éditeur, bien sûr, et la présentation que je fais là est une présentation totalement générale, générique, avec Silo, qui a été la base très bien faite de toutes les informations que j'ai reprises, y compris au niveau des définitions que l'on retrouve ici. Et simplement, de par mon expérience dans mes sociétés antérieures et ma société actuelle, je peux commenter et essayer d'être un petit peu plus précise sur ces définitions que vous avez dans vos sites Silo qui sont extrêmement bien faits. Donc ici, pour revenir au niveau éditeur de logiciels, lorsqu'on reprend les définitions qui vous ont été présentées déjà ce matin, nous avons la conception, le développement, la commercialisation des logiciels. On va aussi parler des cycles de vie de logiciels et vous allez voir, c'est vraiment le miroir et c'est à peu près à l'identique sur les compétences et les métiers que nous allons retrouver dans ce type de société. Donc, les champs d'intervention très larges de ce type d'éditeur de logiciels. En fonction de la taille de ces sociétés, on va pouvoir retrouver ces différents champs d'intervention avec du conseil en amont au niveau des clients, parce qu'on a besoin de comprendre leurs problématiques, de connaître leur métier pour des éditeurs spécifiques. La vente, évidemment, des logiciels qui auront été développés par ces éditeurs et l'accompagnement du client qui peut être aussi un projet mené par des partenaires. Nous allons voir ça par la suite. Donc, les éditeurs de logiciels, comme on le disait, c'est vraiment des produits industrialisés qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc, il y a des produits de type progiciel généraux qui vont être simplement paramétrés en fonction des différents modules dont un client spécifique aurait besoin. Il y a des éditeurs qui sont pour la conception, fabrication assistée par ordinateur, des éditeurs de logiciels spécialisés sur des marchés de niche ou sur des marchés spécifiques, par exemple au niveau des docteurs, des cabinets, donc des professions libérales. On peut avoir des éditeurs pour les PME, pour les grands groupes. La société que je représente travaille sur l'ensemble des créneaux et il y a des éditeurs de logiciels qui seront très spécialisés sur des secteurs particuliers. Donc voilà, avec des spécificités sectorielles et des clients particuliers. Donc quand on revient à la formation, ou plutôt ce qu'on va rencontrer dans une société qui est de type éditeur de logiciels, le site Silo vous présente déjà 3 piliers majeurs. Donc le premier vous parle de la partie, on va dire au niveau de l'organisation, tout ce qui concerne la partie bureau d'études et équipe de développement. C'est là où on va voir la stratégie de la société se mettre en œuvre avec les visions, l'implémentation, le cahier des charges, les spécifications, également les spécifications techniques et fonctionnelles, où se développent les nouveaux produits en fonction de la stratégie de la société, les choix que l'éditeur va faire pour aller dans telle direction plutôt que telle autre. On met là-dedans également le groupe des développeurs qui vont participer à la mise en œuvre soit d'une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités d'un logiciel existant, soit la création ou le développement d'un nouveau logiciel en fonction des tendances du marché et des secteurs sur lesquels l'éditeur de logiciel veut se rendre. Donc ça, c'est le premier pilier, le premier groupe. Le second groupe, ici, c'est tout ce qui est concentré sur la notoriété, la distribution du produit, la vente. On regroupe généralement le marketing, d'une part, et les commerciaux, donc les équipes commerciales. On y met également le conseil, comme on en parlait tout à l'heure. Donc toute la partie distributeur, le réseau de distribution, les partenaires, les intégrateurs. Il y a plein de métiers et de personnes
avec les services ajoutés de nos intégrateurs et des réseaux de distribution et des partenaires, ce sont des associations très très fortes et qui travaillent énormément avec les éditeurs de logiciels, qui s'occupent également de la formation des clients, de la mise en œuvre des projets une fois que le logiciel doit être déployé chez un client donné. Et là, on revient sur la gestion de projet et la mise en œuvre dont nous venons de parler, sachant que l'éditeur est celui qui apporte les modules et après le déploiement se fait au travers de gestion de projet et de mise en œuvre chez un client. Donc ça, c'est cette partie-là. Et bien sûr, c'est un renouvellement parce que les gammes se renouvellent, les logiciels évoluent dans le temps avec de nouvelles fonctionnalités et grâce à ce réseau, ça permet d'étendre et de continuer et de pousser les nouvelles versions et de faire connaître également les logiciels et conserver et déployer son marché, le marché existant. Donc voici cette partie-là. Alors, propriété intellectuelle dans le logiciel, très important. Évidemment, il y a les services juridiques qui sont présents et plein d'outils juridiques pour protéger les éditeurs de logiciels pour que ce qui est leur propriété le reste. Donc ce sont des droits d'usage dans des licences, c'est ce qu'on va retrouver et qui sont distribués par ces éditeurs, des licences avec le support, le service associé, et ce sont des droits d'usage. La propriété intellectuelle dans ce type de société, si ce ne sont pas des open source, reste de la propriété de l'éditeur. Donc service juridique. Et en complément, voilà, l'équipe support. Alors ça, c'est fondamental, c'est essentiel. L'équipe support, la présence chez le client, la connaissance du cadre du client, les actions correctives, la remontée, la communication avec les développeurs pour pouvoir mettre en œuvre, satisfaire le client, que cela tourne bien, remonter les problèmes, faire comprendre également aux équipes de développement et à la direction quelles sont les attentes et les fonctionnalités que les clients voudraient rencontrer dans les prochaines versions, donc faire évoluer les versions également. Et pouvoir supporter plein de versions en parallèle, car en fonction de l'état d'avancement d'une société ou d'une autre, qui n'a pas besoin des mêmes modules, il peut y avoir des versions d'écart qu'on maintient. Et donc, on répond comme ça à la maintenance en parallèle de plusieurs versions chez plusieurs clients. Donc ça, ce sont les équipes support, une présence chez le client, les connaissances métiers et les connaissances produits nécessaires. Donc très rapidement pour terminer, ça c'est la présentation globale du cycle de vie pour développer un logiciel. Donc j'irai très vite sur cette présentation, c'est mon dernier slide. Donc, le cycle de vie d'un logiciel commence ici à gauche, où j'ai positionné l'étude de marché. Donc l'étude de marché, la partie stratégie de la société, veille technologique, les enquêtes, Gartner, IDC, qui aident à comprendre les tendances du marché, donc le positionnement stratégique du groupe, l'évolution des produits et les besoins des clients qui remontent, tout ça permet de faire une étude et de se positionner et savoir quel type de logiciel on va produire ensuite ou quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui doivent être mises dans les logiciels existants. À partir de là, l'expression des besoins, cahier des charges qui va contenir les besoins fonctionnels. Il y a également les spécifications techniques avec des contraintes techniques rattachées à l'environnement dans lequel le logiciel va tourner. Spécifications détaillées, ça ce sont donc des sorties de ce groupe d'expression de besoins dans lequel on va trouver les architectes également. Et donc, une fois que l'architecture a été faite, a étudiée et les spécifications détaillées produites, c'est les équipes de développement qui vont prendre la main pour la partie codage, avec en entrée les spécifications détaillées et suivant l'architecture technique qui aura été définie. Et ensuite, cette équipe également, ou une équipe à côté de documentation technique, produit la documentation utilisateur. Donc l'anglais, internationalisation, localisation, connaissance des langues, équipes diverses. Donc ça travaille en mode projet qui a été expliqué antérieurement. Donc c'est tout à fait le mode projet qui vient d'être expliqué avec la partie qualité, etc. Et tout comme dans un projet, on termine par une phase validation avant la sortie de ces nouvelles versions ou de ces nouveaux logiciels avec les tests unitaires ou tests de conformité, comme quoi les fonctions attendues sont bien rendues, avec les tests d'intégration, donc dans un environnement où les modules se parlent les uns les autres et on voit qu'il n'y a pas de régression, on voit que tout se comporte correctement. Donc des équipes très importantes de validation et de qualification, et aussi les tests de non-régression, que ce qui a été corrigé antérieurement ne réapparaît pas dans les releases. Donc ça, ce sont des équipes très importantes, des équipes de qualité et de test, auxquelles on peut rajouter également les clients, parce que les clients sont des bêta-testeurs. Et typiquement, pour une sortie de produit que nous venons de faire, le CERN était l'un des bêta-testeurs de notre société. C'est grandeur nature, c'est grande échelle. Et c'est vraiment pour pouvoir
disons, mettre en œuvre et voir si au niveau des attentes du client, cela répond ou non aux fonctionnalités attendues. Lorsque quelque chose se passe mal, on retourne vers les équipes de développement, on reteste, on redéveloppe, etc. Donc c'est un cycle où tout peut s'enchaîner. Et la commercialisation, eh bien ça, c'est des métiers spécifiques dont on a un peu parlé déjà. La partie marketing pour pousser les offres, la partie commercialisation, liste de prix, catalogue produit, vente et accompagnement du client avec tout le réseau de partenaires. Et ensuite, comme nous avions vu, c'était la partie maintenance, donc chez le client, curative, évolutive, maintenance, voilà, pour corriger les problèmes et les anomalies et pouvoir remettre ça à disposition des clients par la livraison de patchs ou de correctifs. Donc voilà en gros. Donc toute cette présentation, c'est donc sur votre site, je le cite, Silo, et qui est très bien fait. Et je reconnais vraiment le métier de ma société dans ce qui vous est présenté sur ce site. Merci. Après, donc, le métier des éditeurs, le métier du consulting, des consultants. Les métiers du conseil. Ah là. C'est bon? Ok. Oui, j'interviens au nom du syndicat Sinov IT, qui est le syndicat des TPE-PME du numérique, qui est l'alter ego du Syntec, qui est beaucoup plus connu. Et ce sont ces deux syndicats qui légifèrent, d'une certaine façon, la convention collective de l'ingénierie et du conseil. Et notre fédération Sinov ne regroupe pas que des spécialistes de l'informatique. Nous avons 12 métiers différents, l'informatique étant un de ces 12 métiers. Parmi les autres métiers, il y a la construction, l'ergonomie, l'acoustique, les infrastructures, le développement durable. Enfin, il y a une grande déclinaison de métiers, ce qui fait que, point important, nous sommes au milieu d'une communauté d'utilisateurs et de clients potentiels pour les gens de l'ingénierie et du conseil en informatique, en fait. Donc on a des cas appliqués au quotidien de ce qui se pratique dans les entreprises. On ne vit pas en autarcie entre informaticiens. Je souligne ce point-là parce que dans beaucoup de métiers, quand on a une compétence technique, on a tendance à se complaire, à vivre avec ses pairs et à ne pas avoir un esprit peut-être suffisamment ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur de son métier. Et dans nos métiers du conseil, c'est une question de survie en fait. Si on ne peut pas faire du conseil en informatique si on ne s'intéresse pas aux professionnels auxquels on s'adresse. Alors, je vais, comme tout un chacun, commencer par vous donner une définition simplement pour situer ce qu'est le métier de consultant en informatique ou de conseil en informatique. C'est une activité de service, bien évidemment, qui vise à améliorer le fonctionnement et la performance actuelle ou future des entreprises et des administrations. Et ça, il faut bien le garder en tête. La finalité du conseil, c'est pas d'apporter une compétence technique. C'est de permettre à l'entreprise ou à l'administration ou à la communauté qui fait appel à nos services à atteindre un objectif bien défini qui est généralement un objectif de résultat. C'est même pas généralement, c'est toujours un objectif de résultat, de performance, d'amélioration, de rentabilité, de profit, mais il y a toujours un objectif économique généralement. Alors, la particularité du conseil en informatique, c'est une activité transversale qui touche absolument tous les domaines métiers. On trouve, comme ça a été souligné tout à l'heure, l'informatique et le numérique dans tous les sujets. Alors, l'informatique, on l'associe plus au domaine, au périmètre technique, et le numérique, je l'associe personnellement plus aux usages, en fait. Et ce phénomène des usages va avoir un impact à la fois économique et sociétal sur les entreprises. Je vous donnerai quelques exemples dans quelques instants. Alors, concernant les élèves que vous allez avoir, auxquels vous allez avoir à transmettre votre savoir et l'application de ce savoir, il faut bien qu'ils comprennent quels sont les enjeux économiques des clients avec lesquels ils vont travailler quand on est dans le métier du conseil. Je parle bien sûr du métier du conseil. Car ces enjeux économiques sont à la base de toutes les décisions, que ce soit la direction de l'entreprise, que ce soit la DSI de l'entreprise ou que ce soit les directeurs opérationnels ou les entités opérationnelles de l'entreprise. Aujourd'hui, la demande, elle vient avant tout des directions opérationnelles de l'entreprise. Et le service informatique doit apporter une solution, une réponse aux besoins des directions opérationnelles de l'entreprise. Ça peut être la direction financière, ça peut être la direction commerciale, ça peut être la direction de la production, peu importe. C'est
à la base les directions opérationnelles qui sont demandeuses. Alors, j'attire votre attention sur un terme dont on va entendre de plus en plus parler, qui est l'économie. L'économie, c'est un terme qui a été, c'est un néologisme qui a été inventé, créé par l'Institut Xerfi, qui est un institut, un think tank de réflexion sur le numérique et les enjeux économiques liés au numérique. Et en fait, l'économie est une problématique qui met en jeu à la fois l'informatique, l'ingénierie et l'innovation. Et bien évidemment, dans une complexité, dans une problématique économique. Alors, je vais vous donner 3 exemples que vous connaissez probablement. En tous les cas, vous en connaissez certains, au moins un des 3, d'entreprises qui ont été victimes du numérique ou d'entreprises qui ont fait du numérique leur succès. Et généralement, c'est assez flagrant. Alors, première entreprise qui a été victime du numérique, Kodak. Kodak a fait un déni de la photo numérique quand la photo numérique a été créée, en disant rien ne serait jamais aussi bien que l'argentique. Vous vous souvenez, compte tenu de notre jeune âge à tous, de ce qu'était Kodak il y a 30 ans. C'était le mâle dominant de la photo, peut-être avec un peu Fuji, mais c'était une très très grosse entreprise. En janvier 2012, cette entreprise déposait son bilan. D'accord ? Et le numérique, la question de la photo numérique, plus personne ne se la pose. Deuxième cas, et là j'ai un cocorico, Scoopit. Scoopit, société qui a créé un système de curation absolument génial, entreprise que l'on croit être une entreprise américaine parce que leur site est en anglais, ils sont basés en Californie à San Francisco, mais ce sont 2 ingénieurs français, dont un polytechnicien, qui en sont à l'origine. Donc on est capable en France, avec nos ingénieurs, de faire de très belles choses. La seule petite problématique, c'est qu'il faut aller là où est le business, et le business dans le numérique, il démarre plutôt aux États-Unis, en tous les cas sur les usages des réseaux sociaux. Donc Scoopit, si vous ne le connaissez pas encore, système de curation, réseau social de curation. Et puis 3e entreprise, encore une entreprise française, Withings, qui a inventé un certain nombre de... Alors, qui a innové dans la conception d'un certain nombre d'outils. Le plus connu, c'est la balance électronique Withings, qui permet de suivre sa courbe de forme. Enfin bon, il y a tout un tas d'outils associés. Alors, ils n'ont pas réinventé la balance, mais ils ont créé de nouvelles applications, de nouveaux usages autour de la balance. D'accord ? Donc il faut avoir une ouverture d'esprit extrêmement large pour s'y intéresser. Sachez aussi que les entreprises françaises, concernant le conseil, les entreprises françaises et plus particulièrement les TPE, PME font trop rarement appel au conseil. Et l'informatique est devenue extrêmement compliquée. Et les entreprises qui s'imaginent que le PC c'est une machine à écrire améliorée, il y en a encore malheureusement beaucoup. Je vais illustrer mon propos en donnant quelques chiffres, mais surtout le fait que des entreprises qui prennent pas correctement la problématique informatique vont avoir des problèmes de compétitivité, voire peuvent aller à la faillite. Une entreprise qui ne protège pas son système d'information et son système d'information est victime d'un incident ou d'un vol, peu importe, et qu'ils n'ont pas vérifié que les sauvegardes étaient correctes, l'entreprise peut faire faillite. C'est arrivé, ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors concernant la formation, là il y a un enjeu extrêmement fort. Je soulignerai que le PCIE, le passeport de compétences informatiques européen, très peu utilisé en France, malheureusement, beaucoup plus utilisé en Europe du Nord, ce diplôme de référence des usages de la bureautique, des outils bureautiques classiques, a fait une étude qui a révélé, alors la France n'est pas meilleure ni moins bonne que les autres, mais c'est le chiffre que j'ai retenu. La France, en France, le défaut de formation sur l'informatique de base, c'est-à-dire les outils bureautiques, génère 8 500 € de pertes par an par salarié. Parce que là où un salarié va mettre 2 heures à faire un travail avec son ordinateur, quand il ne connaît pas bien son outil Word, Excel ou PowerPoint, il aurait pu mettre 1 heure, et bien ce delta temps représente une perte moyenne de 8 500 € par an par salarié. Parce que c'est de la masse salariale. La perte de temps, c'est de la masse salariale. Donc il faut, encore une fois, on est dans le raisonnement économique, dans l'enjeu économique. Donc l'entreprise, il faut lui faire prendre conscience de ces enjeux, il faut que vous en ayez conscience et que vous sensibilisiez bien vos élèves à ces enjeux. La compétence technique est indispensable, mais la problématique des enjeux de l'entreprise est capitale. Si vous ne l'avez pas compris, si les futurs ingénieurs qui vont travailler dans les entreprises n'ont pas compris cet enjeu, ils vont être à côté de leur pompe, tout simplement. La veille,
la veille est aussi un élément extrêmement important et tout peut s'apprendre sur Internet. C'est un petit peu le problème que les enseignants ont avec Wikipédia, c'est que la valeur de l'enseignant, historiquement, avant Internet, c'était qu'il était le puits de savoir. Sa valeur ajoutée, c'était le savoir. Aujourd'hui, le savoir, il est accessible sur Internet par tout le monde. Je n'entrerai pas dans le débat pour savoir si Wikipédia a les qualités requises ou pas. Quand on veut savoir quelque chose, Google, on y va directement. Les méthodes d'enseignement sont en train d'évoluer considérablement avec les MOOC, avec la Khan Academy qui a été francisée et inaugurée le 4 septembre. Il y a une révolution qui est en train de se dessiner. Ceux qui n'en ont pas conscience, ceux qui en font le déni, vont se retrouver comme Kodak, out. Il faut vraiment prendre à bras-le-corps ces outils, ces nouveaux usages. Et bien évidemment avec les réseaux sociaux. Parce que l'entreprise qui va avoir la capacité à avoir une meilleure réaction, l'enseignant qui va avoir une capacité à s'approprier ces usages, eh bien il va attirer plus l'intérêt de ses élèves que celui qui ne va pas s'approprier ces usages en fait. D'accord ? Et vous me permettrez un clin d'œil, mais je pense qu'il faut que les enseignants, dans le numérique en particulier, mais d'une façon générale, les enseignants descendent de leur estrade et partagent avec leurs élèves. On est certes, quand on est enseignant ou quand on est chef d'entreprise avec quelques dizaines d'années derrière soi, on est plus proche du chêne que du roseau. Mais quand on rapproche, quand on associe la compétence des jeunes à la compétence des anciens, la dynamique des jeunes à la compétence des anciens, on a une agglomération d'énergie absolument prodigieuse. Et ça, il faut absolument en tirer le meilleur profit. Alors, concernant le conseil, il y a quatre thématiques qui sont très importantes dans le conseil. La compétence technique, vous la maîtrisez, je ne vous apprendrai pas ce en quoi elle consiste. La capacité d'écoute et la culture métier des entreprises avec lesquelles on travaille. Ça a été déjà dit, mais je le redis parce que c'est vraiment extrêmement important. Un consultant, il va être spécialisé par métier. Un consultant qui va faire du conseil dans une entreprise qui fait de la construction automobile, eh bien, il n'aura peut-être pas la même aptitude à conseiller une entreprise qui va faire qui va vendre des cosmétiques, pour ne prendre que cet exemple. Alors, je vais conclure, puisque je n'aurai pas dépassé le temps qui m'est imparti. Je vais vous recommander trois bouquins. Pour vous, je ne sais pas si vous les avez lus, mais peut-être que vous les connaissez. Trois bouquins qui sont, à mes yeux, très importants pour vos élèves, en tous les cas. Le premier, c'est Maître ou esclave du numérique, 2049 Internet, notre second cerveau, de Benoît Sillard, qui était le fondateur de l'entreprise JDNet Benchmark, enfin le journal du net Benchmark et CCM Benchmark. Le deuxième bouquin, c'est France État d'urgence, une stratégie pour demain de Christian Saint-Étienne. Si vos élèves n'ont pas le courage de lire ce livre, ils pourront le retrouver sur mon site, sur mon blog, avec la vidéo dans laquelle Christian Saint-Étienne explique quels sont les enjeux de la troisième révolution industrielle, en faisant un historique pour bien comprendre cette révolution industrielle, la première révolution industrielle, la révolution de la vapeur, et la deuxième révolution industrielle, la révolution de l'électricité et du moteur à explosion. Et quand on a compris ces deux premières révolutions industrielles, on se projette dans la troisième révolution industrielle, on comprend beaucoup mieux les enjeux. Et enfin, encore un livre de Christian Saint-Étienne qui sort aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle L'économie pour sortir de la crise. Je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment, mais compte tenu des talents pédagogiques de Christian Saint-Étienne, je lui fais confiance pour que ce livre soit passionnant. Merci de votre écoute. Voilà, merci. Donc on continue l'écoute Zoom. Christian, si tu veux nous parler des télécoms. Alors je vais parler des télécoms au nom de Cisco, mais enfin, à la place de Cisco, que je remercie puisque c'est eux qui ont organisé toute la partie transmission sur Internet et qui sont présents ici, et bien sûr membres de Pascaline. Je précise aussi que Sinov est membre de Pascaline également. Donc vous voyez, on a quand même une belle équipe autour de nous. Donc sur les télécoms, j'ai juste cité une chose que j'ai lue ce week-end dans le Challenge. C'est le directeur général monde d'Accenture, qui est un Français, qui a dit que la stratégie de demain dans le conseil et dans les projets, ce sera les SMAC. Donc c'est facile à se souvenir, surtout quand on travaille aux États-Unis. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce qui est réseaux sociaux, le social, hein, tout ce qui est mobilité. Et là, on va retrouver les télécoms à fond. Hein,
l'analytique, c'est-à-dire tout le traitement des données. Dieu sait, si vous êtes tous agressés sur Internet, vous allez chercher, je sais pas quoi, un parapluie, puis vous avez plein de filets de pop. Voilà, c'est ça l'analytique. C'est votre comportement. C'est l'analyse de votre comportement sur d'énormes bases de données. Et avec en plus de ça, éventuellement, la réaction en temps réel, et c'est là où les réseaux interviennent, sur des gens qui vont vous faire des propositions. Ils vont vous dire, mon parapluie est moins cher que l'autre, il correspond à vos besoins. Avant que vous ayez même trouvé le site qui lui en vend. Hein. Voilà. Et le dernier point, c'est bien sûr le cloud, où les données, on parlait du PC qui n'est pas une machine à écrire, les données demain ne seront plus sur le PC, et heureusement, parce que c'est dangereux des fois de les avoir que sur son PC. Donc, effectivement, là-dedans, on a dans la mobilité tout ce qui sera lié à Internet, et dans les métiers des télécoms, donc il y a 3 niveaux du métier. Le premier, c'est l'équipementier, Cisco par exemple, qui fait des équipements pour réaliser des réseaux de télécoms. Ensuite, quand ces équipements sont réalisés, qui sont très complexes, aujourd'hui qui sont intelligents, qui portent de l'intelligence, des réseaux intelligents, etc., qui demandent des développements industriels forts, mondiaux, basés sur des normes, hein, eh ben, il y a les installateurs, des gens qui installent ces réseaux. Et là, il y a énormément de métiers, de besoins en techniciens supérieurs, en ingénieurs, pour effectivement optimiser l'installation de l'ensemble de ces réseaux, je dirais près de chez vous, les réseaux moyens et les réseaux internationaux, les fibres, les transocéaniques, etc., etc. Donc c'est énorme au niveau développement, en sachant que bien sûr, les télécoms, on le sait, doublent. Enfin, je ne sais pas tous les combien, mais ça doit être comme la loi de Mock à peu près, double de capacité tous les 1 an et demi par rapport aux besoins et aux usages que l'on en fait derrière. Le troisième, eh ben, c'est l'opérateur, c'est celui que vous connaissez. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai dans la salle le président fondateur de SFR, il se reconnaîtra. Donc là, c'est un métier aussi bon, que je connais un peu mieux venant du service, mais ce métier d'opérateur, ben, en fait, on s'aperçoit qu'il y a les opérateurs qui possèdent leur réseau, c'est-à-dire qu'ils sont aussi installateurs de leur réseau, etc. Et il y a aussi des opérateurs virtuels. Vous en connaissez, bon, la Poste, par exemple, dans les télécoms, Darty, dans l'Internet, etc. Ces opérateurs virtuels, comment fonctionnent-ils? En fait, ces opérateurs, bien sûr, ont un réseau avec des équipements, hein, et sur ce réseau, ils vont administrer ce réseau, du moins les opérateurs qui possèdent leur réseau, vont administrer ce réseau, c'est-à-dire que tous les équipements vont être supervisés. Pour savoir que quand ça ne marche pas dans un coin, ben, il va falloir passer par un autre coin pour que ça passe, hein, pour que les données passent. C'est exactement comme des fluides liquides, il faut que de toute façon l'information passe et bien entendu le plus rapidement possible. Et vous voyez qu'à chaque fois il y a des générations qui arrivent, notamment sur le mobile, avec la 4G aujourd'hui, où on va voir quasiment de l'Internet au niveau ADSL sur les mobiles, et donc les PC vont devenir mobiles, les usages vont changer derrière, etc. Donc l'application est forte. Donc le réseau, l'administration de réseau, l'installation, l'administration des réseaux est une donnée importante, effectivement. Ensuite, quand ces réseaux sont installés, sont contrôlés, fonctionnent, ben, il y a des utilisateurs comme vous et moi qui téléphonions, qui utilisons Internet, etc. Alors soit ils ont des forfaits, mais enfin ils sont un petit peu limités ces forfaits dans le temps ou dans le volume, et ben, il faut récupérer toutes ces données techniques qui sont sur le réseau et qui vous concernent, vous en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez utilisé par rapport à l'engagement que l'opérateur a avec vous. Et ces données étant remontées, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de vous facturer. Et qu'est-ce qu'un opérateur virtuel par rapport à un opérateur, je dirais, historique qui a son réseau? Eh bien, en fait, il a acheté une capacité de transport et une capacité de facturation à partir de données techniques qu'il vous a revendues derrière. Donc, c'est un distributeur de flux de données. Et derrière ça, bon, eh bien, à partir du moment où on a des données sur vous et les données commerciales, on a tout ce qui est la relation client, le niveau de relation client, depuis la qualité de service, bien sûr, de faire en sorte que vous ayez une bonne qualité de service, de savoir si vous êtes en panne, pouvoir réagir rapidement et vous dire attendez, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt et on s'excuse, etc. Jusqu'à, en fonction de vos comportements, essayer de vous vendre d'autres services. Donc on voit bien que tous ces métiers des télécoms demandent énormément d'énergie, d'énormément de talent, de différents sortes de talents, et ce sont toujours des métiers d'ingénieurs et de techniciens dont on a besoin. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais... Mot de la fin. Voilà. Je voulais, pour la transition, dire que là-dessus, bien sûr, les flux web sont de plus en plus importants. Les usages et les comportements sur le web, on a parlé bien sûr du social. Le social, c'est très large. Et je fais la transition en passant la parole à Francis sur les métiers du web, donc qui est un domaine applicatif
des réseaux. Merci Christian. Je me suis toujours demandé si c'était le plus difficile, c'était de faire une présentation juste avant le déjeuner, quand tout le monde a faim, ou juste après, quand on commence à avoir une certaine somnolence postprandiale. Mais écoutez, voilà, donc ce que je vous propose, c'est que vous me le disiez après les 62 slides que je vais vous présenter. Voilà. Voilà, je ne vais pas théoriser sur les métiers de l'informatique ou du numérique, j'en serais bien incapable. Et j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant pour vous qui enseignez et qui passez du savoir, c'est d'avoir le retour d'une entreprise qui recrute, c'est-à-dire quels sont les critères qui, vu de l'entreprise, font que je considère un candidat comme attractif pour mon entreprise. J'en profite déjà pour vous tirer un coup de chapeau, parce que tous les candidats que je vois, je les trouve d'un niveau tout à fait exceptionnel et excellent. Donc voilà, je voulais commencer par vous tirer ce petit coup de chapeau. Alors, hop. Alors qui sommes-nous pour comprendre quels sont mes critères de recrutement et qu'est-ce que je recherche, hein? Je suis un animal bicéphale, c'est-à-dire que je suis à la fois un éditeur de logiciels, je fais un CMS+, CRM, et donc je suis en ce sens éditeur de logiciels, français, entièrement français, donc on peut le souligner quand même. Et je suis aussi une agence web, c'est-à-dire je suis le premier utilisateur, pas le seul, mais le premier utilisateur de mon logiciel. Pourquoi je vous dis ça? Donc voilà ce que je fais en termes de logiciel. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous parler des métiers sur lesquels je recrute et je rencontre des candidats. Donc, comme vous l'avez compris, mon ADN, c'est de faire du développement de logiciels. Donc le premier des métiers, c'est effectivement celui de développeur. Le deuxième métier, comme je suis aussi une agence web, c'est la partie création graphique et la partie intégration graphique. Ce sont deux métiers qui sont différents et sur lesquels il y a des compétences qui sont réellement différentes. Ensuite, très classiquement, chef de projet, webmaître et commercial. Alors, je n'oublie pas le commercial parce que je trouve que dans nos métiers, faire du commercial nécessite des compétences techniques. J'ai fait plusieurs expériences avec des commerciaux qui ne connaissaient rien en web. C'est une catastrophe. Voilà, donc mon retour d'expérience. Comment trouver le mouton à 5 pattes? Je pense que vous l'avez reconnu. Donc les quelques critères d'embauche que je m'applique. Je ne veux pas. Voilà, le premier, je ne vais rien vous apprendre, on en a parlé à de multiples reprises, c'est le savoir apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle extrêmement rapide des technologies. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est que les techniques qu'ils vont utiliser très rapidement, au bout de 6 mois ou d'1 an, il y a extrêmement peu de chances que vous ayez enseigné ces techniques. Il y a extrêmement peu de chances. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les personnes que je vais recruter, je vais surtout leur demander une capacité d'apprendre tout seul. Donc on a parlé de la Khan Academy, on a parlé de tout ce qui est apprendre par soi-même, qui est une petite révolution. Mais je prends des exemples de technologies qui vont très vite. Twitter, c'est en train de complètement révolutionner le monde de la communication. C'est en train de tuer les blogs et de tuer les fils d'actualité. Donc les gens qui ne comprennent pas Twitter, enfin... je suppose que dans vos cours, vous abordez relativement peu, ça serait intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses à travers l'apprentissage de Twitter. Donc vous n'apprenez pas ça, et les personnes que je recrute, bien évidemment, il faut qu'ils soient à l'aise avec ça. Mais ils n'ont pas appris à l'école. Le big data, il y a peu, en fait, ça commence à être enseigné, heureusement, mais ceux que j'ai recrutés il y a 1 an, ils ne pouvaient pas avoir appris sur les bancs de l'école ce que c'était que le big data. Pas plus tard que cet été, j'ai trouvé un nouveau métier dans un journal très bien qui s'appelle La Croix, qui est le data scientist. Data scientist, alors j'ai découvert ce nouveau métier, je ne sais pas si ça fait partie des métiers qui sont enseignés, c'est quelqu'un qui trouve son chemin à l'intérieur du big data et qui sait trouver ça. Bref, tout ça pour dire, effectivement, les techniques qui vont être utilisées dans l'entreprise, il y a très peu de chances que vous leur avez enseigné. Voilà, ça marche. Deuxième critère, c'est être connecté. C'est un peu la conséquence du premier, quoi, hein. Et aujourd'hui, la communauté, c'est absolument essentiel pour suivre cette cadence absolument infernale. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse au passage, on parle de communauté aujourd'hui. On ne dit plus réseauter, être dans son réseau, le terme à la mode, c'est maintenant communauté. On a sa communauté Twitter, on a sa communauté Facebook, etc. Et c'est le seul moyen, effectivement, d'arriver à suivre ce rythme des technologies.
Je ne parle pas de l'enseignement que vous faites, je parle bien des technologies et des techniques qui vont être utilisées. Hein. Alors comment je fais ça? C'est relativement simple. Hein. Par exemple, après un rendez-vous avec un candidat, je vais lui poster un petit tweet, parce que bien sûr il aura un compte Twitter, en lui disant merci de ce rendez-vous, j'ai trouvé très intéressant, et s'il ne me répond pas, voilà, je passe au candidat suivant. Voilà, je vais reprendre maintenant sur ce sujet-là, le multidisciplinaire, c'est quelque chose qui a été largement dit. Je vais reprendre les propos de M. Bravo qui citait Michel Serres avec la sérendipité. C'est évident que pour faire un site internet, là je parle de mon métier très égoïstement, c'est au confluent de beaucoup de compétences. Et quelqu'un qui fait du développement mais qui ne comprend pas le graphisme, quelqu'un qui fait du graphisme qui ne comprend pas l'ergonomie, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un que je recrute pour un poste en développement, je vais lui demander son avis sur l'aspect graphique de tel ou tel site internet. C'est-à-dire, je vais lui poser des questions à côté du poste sur lequel je recrute, pour voir quelle est sa capacité à être curieux, à être polyvalent et à être au-delà de son propre métier et de travailler en équipe. Et j'aime beaucoup, encore une fois, je reprends ce point-là, l'aspect de sérendipité, et de faire travailler ensemble des gens qui, normalement, ils ont la tête dans le sac, qui communiquent très peu, ils ne savent pas parler, ce sont des développeurs, et des gens qui sont en contact avec les clients. Je provoque un peu, mais excusez-moi, hein. Voilà. Et de mettre tout ça dans la même salle en disant, ce site internet, il faut qu'il soit à la fois beau, qu'il fonctionne, et qu'il soit ergonomique et facile à naviguer. Voilà. C'est de la sérendipité. Et puis le dernier point, je rassure pour le timing, c'est I like. I like comme dans le Facebook. C'est pas un métier comme les autres quand même. Ça va tellement vite, ça demande de telle qualité que s'il n'y a pas la passion de ce métier, ça ne peut pas fonctionner. Et ça se voit assez rapidement. Hein. Ça se voit assez rapidement. Il y a quelqu'un qui fait ses heures, y compris pour son métier de recrutement, et puis quelqu'un qui ne parle que de ça parce qu'il est passionné et connecté avec sa communauté. Voilà. Et puis quand même, last but not least, c'est là où je vous renvoie à ce que vous enseignez, c'est quand même un métier technique, voilà, j'ai un petit clin d'œil sur ça. Bien sûr, je vais aller rechercher les compétences de développeur, les compétences de créa graphique, les compétences de support, etc., etc. Bien évidemment, quand même. Il y a des fondamentaux, et heureusement que vous êtes là pour leur enseigner ces différents fondamentaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour cet excellent. Alors, sur les métiers, si vous avez une question, on a encore 5 minutes avant d'aller nous restaurer. On va y aller après. Je vous en prie. Alors moi, j'avais juste une chose à dire, mais ça a été un petit peu dit, c'est que les métiers du numérique, c'est pas un métier de geek, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un tout seul, c'est vraiment un travail en équipe, multi-compétences et développement surtout de la curiosité et puis du sens du relationnel. Alors, questions, réactions sur ces présentations métiers? Ah, si, quand même. Vas-y, Christian, juste en face. Juste réagir à ce qui vient d'être dit à la fin. Je pense qu'il y a eu un petit coup d'œil sur une qualité essentielle qui est la curiosité. Et je pense que la curiosité qui là est perçue comme un élément de performance de l'entreprise, c'est aussi fondamental dans l'enseignement. Ça doit être au cœur de la pédagogie parce que un élève curieux va certainement tracer un chemin intéressant et c'est à l'enseignant de le rendre curieux.